Le fils de Khamenei est devenu le nouveau guide suprême en Iran. Il dirigeait déjà une partie du pays dans l'ombre. Le conseil le nomme en estimant qu'il doit poursuivre les œuvres de son père. Et d'ailleurs, au sujet de son père, on découvre à quel point Israël avait infiltré l'Iran pour avoir des informations qui ont permis son assassinat. Infiltration qui avait été détectée et révélée par les services secrets chinois, mais un peu tard pour changer les protocoles avant l'attaque du 28 février. L'Assemblée chargée de nommer le nouveau guide suprême visé par des frappes. Abonnez-vous, likez et partagez. J'explique tout sur Pensez le Monde. Une information majeure est tombée dans les médias iraniens. Mojtaba Khamenei est devenu le nouveau guide suprême de l'Iran. Cette décision a été prise par le Conseil des experts, l'organe religieux chargé de nommer le dirigeant suprême de la République islamique. Mojtaba Khamenei est âgé de 56 ans et il est le deuxième fils d'Ali Khamenei. Depuis des années, il est considéré comme une figure influente, mais très discrète du système politique iranien. Contrairement à son père qui était très médiatisé, lui n'apparaît presque jamais sur la scène publique. Pourtant, il exerce depuis longtemps déjà une influence importante dans les cercles de pouvoir, notamment grâce à ses liens étroits avec les gardiens de la Révolution, l'organisation militaire et sécuritaire la plus puissante du pays. La nomination de Mojtaba Khamenei a été fortement soutenue par les gardiens de la Révolution. Le Conseil des experts a été réuni à Qom, l'un des principaux centres religieux du chiisme, pour désigner un successeur à Ali Khamenei, tué lors de la frappe américano-israélienne. Cette assemblée joue un rôle central dans l'architecture politique iranienne. Elle est composée de dirigeants religieux chargés de suivre le guide suprême et de choisir son successeur en cas de décès ou alors de destitution. Bon, la destitution, c'est en théorie. Cependant, même ce processus institutionnel n'a pas échappé à la guerre. Parce que le groupe américano-israélien a bombardé un bâtiment à Qom où l'Assemblée devait se réunir pour organiser la succession. Mais lorsque les frappes ont eu lieu, le bâtiment était vide. D'ailleurs, ils avaient même déjà annoncé fièrement dans les médias occidentaux que voilà, ils ont tué une partie des décideurs. L'Assemblée chargée de nommer le nouveau guide suprême visé par des frappes. Des frappes ont visé mardi 3 mars un bâtiment abritant l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême pour succéder à l'ayatollah Ali Khamenei, tué samedi 28 février. Les criminels américano-sionistes ont attaqué à Qom le bâtiment de l'Assemblée des experts. Il s'agit d'un organe composé de 88 hauts dignitaires religieux qui a la responsabilité, en vertu de la constitution iranienne, de nommer, de superviser et éventuellement de démettre le guide suprême. De son côté, Donald Trump a affirmé que des hauts responsables présents dans cette assemblée avaient été tués. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. Depuis la mort du guide suprême, l'Iran est gouverné par un conseil provisoire qui sera chargé d'assurer l'intérim jusqu'à la désignation de son successeur. L'attaque dans les faits n'a donc pas empêché la réunion du conseil ni la désignation du nouveau dirigeant. La nomination de Mojtaba Khamenei pourrait marquer une évolution politique importante en Iran. Mojtaba Khamenei est connu pour être très proche des structures de pouvoir. Parce que pendant des années, il a travaillé dans l'ombre, complètement dans l'ombre de son père, en participant à la gestion de l'appareil sécuritaire et militaire du pays. On parle quand même d'un gars qui représente aujourd'hui l'option la plus logique pour les dirigeants iraniens, parce qu'il connaît déjà parfaitement les mécanismes de coordination entre les institutions militaires, sécuritaires et politiques du pays, car il supervisait déjà une grande partie en coulisses de tout cet appareillage-là. Adalzera Davari, un homme politique proche de Mojtaba Khamenei, a déclaré publiquement que si ce dernier devenait le guide suprême, il pourrait évoluer vers un modèle du leadership comparable à celui du dirigeant saoudien Mohammed Ben Salman. Un dirigeant jeune, centralisant fortement le pouvoir et capable de restructurer l'appareil d'État dans un contexte de transformation géopolitique. Cependant, cette nomination reste extrêmement sensible. Certaines sources indiquent que l'annonce officielle n'a pas pu être faite le mercredi 4 mars au matin, parce que plusieurs responsables ont eu peur, ils ont craint qu'une confirmation publique trop rapide ne fasse en sorte que Mojtaba ne soit une cible directe pour les États-Unis ou Israël dans un contexte où les opérations militaires et les assassinats ciblés sont en train de se multiplier ces derniers jours. Avant de continuer, je vous rappelle qu'Holacraft est disponible. Vous y trouverez ma formation YouTube, mais aussi des formations en dessin, montage vidéo, création de bandes dessinées, de miniatures et des techniques d'animation utilisées par les grands studios
Studio. On ajoute régulièrement de nouveaux contenus, notamment en programmation d'applications comme Netflix ou Shazam, pour vous aider à développer des compétences vraiment valorisantes. Le site évolue chaque jour. Les paiements sont déjà disponibles en Afrique. On travaille à intégrer les systèmes occidentaux. D'ailleurs, si vous pouvez nous aider en ce sens, contactez-nous. Voici le mail et le numéro. Le lien du site est en description. Revenons au sujet. Quand on parle d'assassinat, revenons sur l'élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei. Et on nous fait comprendre, selon les dernières révélations, que ce n'était pas le résultat d'une opération improvisée ou d'une simple opportunité militaire saisie. Parce que selon l'enquête du Financial Times, publiée le 3 mars, cette opération aurait été le fruit d'un travail de renseignement extrêmement long et minutieux mené par les services israéliens pendant plusieurs années. Il y a en réalité eu une campagne de collecte d'informations massive, combinant espionnage technologique, infiltration humaine et des analyses de données très poussées. L'un des éléments les plus frappants révélés par l'enquête concerne le piratage de systèmes de caméras de circulation dans la capitale iranienne. Selon les sources citées par le quotidien britannique, il y a une grande partie du réseau de caméras de Téhéran qui a été infiltré depuis longtemps par les services de renseignement israéliens. Les images captées par ces caméras auraient donc été transmises vers des serveurs contrôlés par Israël. Et une fois dans ces serveurs, ces données ont été analysées, décryptées. Cette surveillance permanente a permis d'observer les déplacements dans des zones sensibles de la capitale iranienne. Parmi ces caméras piratées, il y a certaines d'entre elles qui offraient un angle de vue particulièrement stratégique. L'une d'entre elles d'ailleurs permettait par exemple d'observer les zones de stationnement utilisées par les gardes du corps et les chauffeurs chargés de protéger les hauts responsables iraniens. Grâce à cette position, les analystes israéliens pouvaient étudier les habitudes de déplacement et les procédures de sécurité autour du guide suprême. La caméra donnait également un aperçu discret d'une zone apparemment banale située dans l'enceinte même sécurisée des bureaux du guide suprême. Selon le Financial Times, les services israéliens ont donc utilisé plusieurs techniques de construction d'une base d'informations extrêmement détaillée sur l'environnement général du guide suprême. Les données recueillies concernaient notamment les adresses utilisées par les membres de son entourage, les horaires de service des équipes de sécurité et les itinéraires empruntés par les véhicules chargés de le transporter. Pour exploiter ces informations, les analystes ont utilisé des algorithmes capables de combiner des données collectées et d'identifier les schémas réguliers dans les déplacements. Dans le jargon du renseignement, ce type d'analyse est appelé la construction d'un mode de vie. Il s'agit de comprendre les habitudes quotidiennes d'une cible, à quelle heure elle se déplace, quels itinéraires sont utilisés, quels sont les lieux fréquentés et quels changements inhabituels peuvent signaler une opportunité ou alors un risque. Mais l'opération ne reposait pas uniquement sur la technologie. Les services israéliens ont également utilisé les agents présents sur le terrain pour recueillir des informations directes. Ces agents ont observé certaines zones, confirmé les données obtenues par les systèmes électroniques et transmis des informations supplémentaires aux analystes. Selon un responsable du renseignement cité par le Financial Times dans l'article, les services israéliens affirment même connaître la capitale iranienne presque aussi bien que leur propre ville, tellement ils ont pris le temps de surveiller et de cartographier tout ça. Il a révélé cette idée avec une phrase devenue révélatrice. Il a dit, je cite, « Nous connaissons Téhéran comme nous connaissons Jérusalem. Et quand on connaît un endroit aussi bien que sa propre rue, on remarque le moindre détail qui étonne. » C'est ça l'idée. J'avais fait une vidéo qui expliquait comment est-ce que les services secrets chinois ont découvert l'ampleur des infiltrations israéliennes en Iran. Et le temps de changer les protocoles, il était déjà trop tard. Pour plusieurs analystes chinois, les opérations du Mossad n'ont pas seulement été spectaculaires. Elles ont surtout exposé les fissures internes dans les systèmes de sécurité et dans l'administration iranienne. Sur les plateformes militaires et politiques chinoises, les infiltrations sont décrites comme la preuve que l'infrastructure numérique et les mécanismes de contrôle interne présentaient des points faibles énormes. Ce qui saute aux yeux, ce sont les lacunes dans les procédures de vérification, la cybersécurité et la coordination entre en service aussi. À Pékin, l'affaire a été interprétée comme un sérieux avertissement. Aujourd'hui, une guerre du renseignement peut exploiter un simple dysfonctionnement administratif avec autant d'efficacité qu'un trou dans un système de défense aérienne. Si un pays disposant d'institutions sécuritaires importantes peut subir une telle pénétration, alors d'autres infrastructures stratégiques dans le monde pourraient être visées de la même manière. Les responsables chinois pensent notamment aux corridors commerciaux et énergétiques liés à l'initiative La Ceinture et la Route, en abrégé BRI.
Si les réseaux peuvent être infiltrés en Iran, pourquoi pas ailleurs? Dans les cercles politiques chinois, un message revient avec insistance. À l'ère numérique, la souveraineté ne dépend plus uniquement des chars et des missiles. Elle repose aussi sur la solidité des systèmes informatiques, des bases de données et des chaînes administratives. Avec la multiplication des informations sur les infiltrations iraniennes en 2025 et début 2026, Pékin a décidé d'aller plus loin. La coopération en matière de contre-espionnage avec Téhéran a été renforcée. Les services de sécurité chinois ne se sont plus contentés d'observer les méthodes du Mossad. Ils ont commencé à analyser en profondeur leurs implications structurelles en prenant l'Iran comme cas d'étude réel. C'est comme ça qu'à partir de janvier 2026, cette opération aurait inclus des évaluations conjointes, des voies d'infiltration, des vulnérabilités numériques et des failles administratives exploitées par les services de renseignement étrangers. Pour Pékin, ces intrusions ne sont pas de simples incidents isolés. Elles sont vues comme un symptôme d'une fragilité systémique qui exige une réponse organisée et institutionnelle. Par l'intermédiaire du 9e bureau du ministère chinois de la sécurité d'État, la Chine aurait lancé donc en janvier 2026 une stratégie plus globale visant à démanteler les réseaux d'espionnage israéliens et américains opérant en Iran. En parallèle, Pékin pousse Téhéran à abandonner les logiciels occidentaux pour les remplacer par des systèmes chinois sécurisés et chiffrés, beaucoup plus difficiles à infiltrer. Globalement, c'est ça l'idée. Mais l'objectif ne se limite pas à colmater les fuites. Il s'agit surtout de protéger sur le long terme les infrastructures critiques qui soutiennent les corridors commerciaux des nouvelles routes de la soie. Pour la Chine, sécuriser l'Iran, ce n'est pas seulement aider un partenaire, c'est aussi protéger l'architecture stratégique qui soutient son propre projet mondial. La Chine a aussi poussé l'Iran à adopter son propre système de navigation par satellite, Beidou, qui est une alternative aux GPS occidentaux. Moins dépendre des signaux contrôlés par d'autres puissances, donc réduire les risques d'interférence ou de coupures stratégiques. En pratique, cela permet aux missiles et aux drones iraniens de gagner en autonomie de guidage. En parallèle, des améliorations ont été apportées au système radar, notamment avec des plateformes comme YLC-8B qui renforcent les capacités de détection, y compris face aux avions furtifs. Autrement dit, voir plus loin et voir ce qui essaie de ne pas être vu, ce qui essaie de rester invisible. Les systèmes de défense aériens avancés comme les HQ-9B ont également consolidé la surveillance de l'espace aérien. La coopération ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est étendue aux infrastructures liées aux missiles et à des dispositifs techniques visant à renforcer la crédibilité de la dissuasion. En complément, les capacités de surveillance spatiale connectées au réseau satellite chinois a permis d'améliorer la reconnaissance et le suivi stratégique. On ne parle plus seulement de défense au sol, mais d'un maillage complet. Au-delà du tête-à-tête sino-iranien, Pékin a cherché à inscrire Téhéran dans un cadre de sécurité plus large via l'Organisation de la coopération de Shanghai, OCS. Cette organisation s'appuie notamment sur la structure régionale antiterroriste RATS basée à Taken, structure qui coordonne le partage de renseignements et la coopération sécuritaire entre les États membres. On apprend donc qu'à l'approche de l'attaque qui a éliminé Ali Khamenei, les services israéliens ont également mené des actions destinées à empêcher toute alerte rapide. Peu avant l'assassinat, près d'une douzaine d'antennes relais de téléphonie mobile situées autour de la rue Pasteur à Téhéran ont été perturbées. Cette perturbation visait à créer l'impression que les téléphones étaient coupés ou indisponibles au moment de certains appels. L'objectif était donc clair, ralentir ou alors empêcher toute tentative d'alerte immédiate pendant l'opération. Cette combinaison de surveillance technologique, d'analyse algorithmique et de renseignement humain illustre la manière dont les opérations modernes sont préparées. Littéralement, parce que les frappes aériennes visibles dans l'actualité, ce qu'on voit boum boum boum, en réalité ce n'est souvent que la phase finale d'un travail de renseignement qui peut durer parfois des années. Dans ce cas précis, l'opération contre Ali Khamenei apparaît comme le résultat d'un système de surveillance extrêmement sophistiqué, capable de transformer des milliers de données quotidiennes en une cible militaire très précise. Les responsables israéliens interrogés par le Financial Times ont également reconnu que l'opération comportait un risque stratégique important. Si l'assassinat avait échoué, la cible aurait pu s'en sortir renforcée politiquement. Les analystes évoquent même un précédent historique, celui de Fidel Castro. Pendant des décennies, la CIA a tenté à de nombreuses reprises d'éliminer le dirigeant cubain, mais chaque échec avait finalement renforcé son image et son aura politique. Les services israéliens seraient donc conscients qu'un échec aurait pu produire l'effet inverse de celui recherché.
Mais, ironie du sort, c'est que la réussite de l'opération a toujours produit l'effet inverse. Ça a renforcé l'Iran, rendu la détermination iranienne encore plus forte. En gros, c'est pile l'Iran gagne, face Israël perd. Dans tous les cas de figure, Israël est perdant. Cet épisode montre à quel point la guerre moderne est devenue une guerre de données, d'informations. Avant qu'un missile ne soit tiré, on a des milliers d'informations qui doivent d'abord être collectées, croisées et analysées pour construire ce que les services de renseignement appellent une image complète de la cible. C'est ce travail invisible qui constitue la véritable bataille. Et quand je suis en train de dire ça, je pense seulement aux pays africains. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très rapidement.